Une saga, l'histoire de l'Empire des Jeux, comment s'est construit le groupe Lucien Barrière, le leader français des casinos. Une histoire qui s'étale sur un siècle, avec au départ un jeune ardéchois fauché mais très malin, et avec à l'arrivée Dominique de Seigne, l'actuel propriétaire du Fouquet's, l'ami de Nicolas Sarkozy. Une histoire à la fois bling-bling et tragique qui va nous amener dans l'univers trouble des machines à sous et dans les palaces de La Baule ou de Deauville. Amour, drame et casino, l'Empire des Barrières, c'est la saga que nous vous proposons dans ce hors-série. Et je me retrouve avec le brancard enveloppé de cellophane, vous savez, de ce papier métallisé. Et là, c'est notre vie qui démarre. Et puis on essaye d'aider, on se bat. Et ça reste pour la vie. Et pour parler de la saga Lucien Barrière, nous aurions pu aller à Deauville, mais on a préféré venir ici, sur la terrasse du Fouquet's, pour retrouver le PDG du groupe, Dominique de Seigne. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de cette aventure industrielle ensemble, juste après avoir regardé ce document. Amour, drame et casino, l'Empire des Barrières. C'est une enquête signée Julien Daguerre, Cyril Thomas, Jérôme Pavlovski et Fabienne Clavier-Koffinger pour Press & Co. Sur la plus belle avenue du monde, c'est l'adresse la plus prestigieuse. Ce soir, ambiance glamour et tapis rouge, avec les stars Charlize Theron et Sean Penn, le producteur de cinéma Luc Besson, la cérémonie des Césars vient de s'achever, et comme chaque année, la fine fleur du 7e art s'est donné rendez-vous ici, au Fouquet's. Une brasserie de luxe, réputée à plus d'un titre. Elle représente un endroit assez mythique sur les Champs-Élysées. Et en même temps, j'ai passé tellement de soirées des Césars ici qu'effectivement, il y a un lien très fort avec les Césars. Et si je vous dis Fouquet's, qu'est-ce que ça vous inspire? Je dis, je suis en retard, j'ai envie de manger. C'est un endroit où on vient dîner à 2h du mat. C'est tout. Ouais. Faut que je laisse, ma maîtresse vient de m'appeler. C'est une brasserie qui vous fait penser au cinéma, la brasserie Fouquet's, ou ça vous fait penser à autre chose? Au cinéma, non, au cinéma. Évidemment. À la cuisine française. Non, tu veux m'emmener où, toi? C'est aussi le club du Fouquet, c'est aussi la finance, c'est aussi Sarkozy, c'est aussi tout ça. Ah non, pour moi, les Fouquet, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu ici. C'est au Fouquet's que Nicolas Sarkozy, à peine élu, fête sa victoire en 2007. Nicolas Sarkozy, un ami intime du propriétaire des lieux, Dominique de Seigne. Un homme que le grand public découvre récemment à la une des journaux, lorsque Rachida Dati le poursuit en justice, affirmant qu'il serait le père de sa fille, ce qu'il dément. Dominique de Seigne, le voici. Ce personnage très discret nous a exceptionnellement ouvert ses portes. C'est important pour vous ce genre de soirée? Oui, c'est un événement phare du Fouquet's pour l'année. 700 invités, un ensemble formidable de grands comédiens, de gens du cinéma. Non, c'est un bel événement, particulièrement ce soir. 70 printemps, des airs de playboy. Depuis 15 ans, Dominique de Seigne est le tout-puissant patron d'un groupe aux allures d'empire. Car le Fouquet's à Paris n'est qu'une des étoiles de la galaxie Barrière. L'hôtel Normandie à Deauville, le Majestic à Cannes, le groupe est un poids lourd de l'hôtellerie de luxe. Mais son trésor, ce sont ses 41 casinos partout en France. Grâce à ses milliers de machines à sous, Barrière est aujourd'hui le numéro 1 du jeu en France. 8000 salariés, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Barrière, le géant méconnu du capitalisme français. C'est un nom.
C'est une histoire du patrimoine, c'est comme des Bouygues, des Peugeot, des gens qui ont marqué l'économie d'un pays. Derrière ce groupe se cache une famille parmi les plus riches de France. Une dynastie partie de rien, 4 générations faites de personnages romanesques. Dominique de Seigne, Diane Barrière, Lucien Barrière, et à l'origine un Ardéchois sans le sou, devenu en quelques années à peine l'empereur sulfureux des tapis verts. Il a acheté tous les terrains de la Baule. Au bout de quelques années, la ville entière lui appartenait. Pour moi, c'est un vrai parrain. C'était le parrain des Jeux de France. François André, un parrain aux méthodes parfois douteuses, qui lèguera à son neveu Lucien une fortune colossale, mais aussi quelques gros ennuis. Face à l'appât du gain, commencent à sortir du bois des types qui sont en odeur de Camorra, c'est-à-dire la mafia napolitaine plus précisément. La mort de celui que l'on avait surnommé l'empereur des jeux, Lucien Barrière. Ces histoires où il y a beaucoup d'argent, de l'amour, etc., il y a souvent aussi beaucoup de drames et de tragiques. Le groupe Barrière, une famille où chaque succession a été tourmentée. Une histoire où se mêlent jeux d'argent, showbiz et drames violents. J'ai reçu un jour un coup de téléphone de Dominique de Seigne me disant que l'avion s'était écrasé, qu'il ne savait pas s'il allait survivre ou pas. Et là, la vie est là. C'est notre vie qui démarre. Comment un simple notaire s'est-il retrouvé à la tête d'un royaume dont il ne porte pas le nom? Il est beau gosse, il a une belle situation, mais il ne connaît rien au jeu, il ne connaît rien à l'hôtellerie, il ne connaît rien à la restauration. Je suis qu'un petit microbe, mais un petit microbe têtu. Dominique de Seigne, un homme d'influence, de réseau, où se croisent souvent business et politique. Quand vous affichez des amitiés politiques dans ce monde-là, alors que votre activité n'est permise que par le politique, on peut légitimement s'interroger. Mon réflexe, quand je vois le président Sarkozy rentrer au Fouquet's, je me suis tourné, j'ai dit on est mort. Enquête sur une saga made in France, sur ses mains heureuses et ses coups de bluff, l'histoire d'une famille passée des tripots clandestins au palace parisien. Dans la célèbre station balnéaire de la Baule, quelques privilégiés ont été conviés à la réouverture d'un palace centenaire, le Royal. Entre 2 étages, Dominique de Seigne a troqué son costume de PDG pour celui de VRP. Après 6 mois de travaux, visite guidée aux élus locaux, le patron compte sur eux pour l'aider à remplir son hôtel flambant neuf. Et alors, une suite? Ah oui. C'est beau, hein? Magnifique, hein? C'est très doux, c'est très reposant. Ah, il y a des rappels de bord de mer. On a beaucoup travaillé les chambres témoins. Ça a été. Ah non, on s'est écharpé, hein. Oui. Mais bah oui, parce que ça, tout le monde met un peu son petit grain de sel. Pour les élus de la Baule, cet hôtel et son casino, ce sont des millions d'euros de taxes chaque année. On va aller dans la nouvelle zone des bains. Le Royal, c'est jusqu'à 3 000 € la nuit. De belles chambres, des équipements haut de gamme, réservés à une élite. C'est un espace pour se régénérer pour le cadre qui n'a pas eu ses bonus. Il est un peu en déprime. Et il arrive, on le rebooste. On le rebooste. Parce que les bonus ne tombent pas beaucoup en ce moment. Non, pas assez. C'est la crise. Donc on rebooste. Faut voir avec le FEDER. Derrière les sourires, Dominique de Seigne joue gros. Il a investi 10 millions d'euros dans ses travaux. C'est important pour vous d'assurer jusqu'au service après-vente une fois que les travaux sont terminés? C'est ça le métier. Il faut y mettre son cœur, il faut avoir la niaque. Je l'ai encore. C'est un enjeu important pour vous? Oui, gros investissement, donc il ne faut pas se louper. Ne pas se louper, surtout ici, à la Baule, le fief historique du groupe. Un groupe créé par un personnage flamboyant dont le buste trône fièrement dans les jardins du Royal. À l'ombre des pins, toujours un œil sur ses affaires. Cet homme, c'est François André. À la Baule, un demi-dieu. Car si la station balnéaire est aujourd'hui l'une des plus chics de France, elle n'était il y a 100 ans qu'une vaste étendue de plage, quasi déserte. Une métamorphose due à François André, un bâtisseur, fier de son œuvre. Il y a par exemple des villes qui n'étaient rien, qui s'appelaient la Baule. C'est aujourd'hui une des grandes villes de françaises. Ça vous fait plaisir?
Mais il faut savoir qu'il y a un homme qui a fait ça, pas deux, un. C'est moi. Mais, m'excuse de me flatter de cette machine-là, mais il faut mettre les choses au point de temps en temps, bien entendu. L'histoire démarre ici, en Ardèche, au début du siècle dernier, dans le petit village de Rosières. François-André est l'aîné d'une famille pauvre de 3 enfants. Ses parents sont brasseurs, et lorsqu'ils font faillite, le jeune homme est envoyé à Paris. Des amis de la famille l'embauchent. À 15 ans à peine, il se retrouve alors employé de pompe funèbre. Et très vite, il va avoir une idée de génie. Philippe Bouvard, le célèbre animateur, était l'ami de François-André. Il lui a même consacré un livre. Alors, il avait commencé sa carrière en étant ordonnateur des pompes funèbres, parce que, comme on disait, il présentait bien. Et il avait commencé sa fortune dans cet emploi en remarquant qu'à l'issue d'une inhumation, la famille avait le gosier particulièrement sec, sans doute à force d'avoir pleuré. Et il emmenait la famille dans un bistrot à la sortie du cimetière qui, moyennant cet apport de clientèle, lui versait une petite ristourne. Ça a commencé comme ça. Le jeune Ardéchois découvre à la même époque les joies de la vie parisienne. Il fréquente alors les hippodromes, les parties de poker. Le garçon développe une passion pour le jeu, dévorante. Mais comme François-André à la bosse du commerce, très vite, il va lui-même lancer ses propres tripots clandestins. Une activité très lucrative, mais complètement illégale. Et François-André n'a jamais vraiment assumé ses premières tables de jeu. Vous vous souvenez de votre première table de jeu? Vous savez, la première table de jeu, ça devait être dans un petit endroit quelconque. Ah, c'était pas toujours très beau, évidemment. Enfin, on est jeune, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous... Mais vous êtes très curieux avec moi. Pourquoi vous êtes Je suis venu pour vous poser des questions, monsieur. Le tenancier de tripot blanchit ses premières liasses en achetant 2 cercles de jeu parisiens. Il commence à se faire un nom. Mais c'est en affrontant le roi de la nuit que François-André va faire son entrée dans la cour des grands. Face à lui, un certain Eugène Cornuchet, puissant propriétaire de chez Maxims à Paris, empereur de Deauville et de ses palaces. Les 2 hommes convoitent alors le même casino en Belgique, et pour remporter la mise, François-André va défier le géant Cornuchet chez lui, avec de drôles de méthodes. François-André vient à Deauville et décide d'attaquer Cornuchet sur son propre terrain. Il prend une location pour l'année 500 000 francs, et une fois qu'il est implanté à Deauville, il fait savoir à tout le personnel de Cornuchet qu'il est prêt à les engager à de bien meilleures conditions que ne le fait Cornuchet. Ce coup de bluff, ce coup de pression musclé, va effrayer le notable Cornuchet, qui se couche. François-André n'est pas un enfant de cœur. Lorsque Cornuchet s'aperçoit que François-André semble avoir la puissance nécessaire pour lui rafler sa clientèle et son personnel, à l'évidence, il s'affole. Et c'est comme ça que Cornuchet va proposer à François-André une association à 50-50 dans tout Deauville, ce qui est insensé. Insensé, car le fils de brasseur ardéchois est désormais copropriétaire des palaces et casinos de Deauville. À la mort de Cornuchet, il se retrouve seul maître à bord. Dans l'euphorie de ses années folles, l'argent coule à flot. François-André devient riche, très riche, l'un des tout premiers milliardaires de France. Les puissants, les mondains de tout le pays, s'agenouillent alors devant lui. J'ai le souvenir de François-André dans ce salon du casino de Deauville, où il siégeait sur un fauteuil qui rappelait un trône et sur une petite estrade, coiffé d'un panama qui lui servait de couronne et tenant à la main un parapluie bicolore comme s'il c'eût été un sceptre. Et devant lui défilaient toutes les célébrités de l'époque. Et que ce soit les Rothschild ou que ce soit des ministres, il disait « Bonjour mon petit, bonjour ma petite » et on lui répondait « Bonjour monsieur André ». À Deauville, sur les célèbres planches, nous avons retrouvé l'un des rares témoins de cette époque, Monsieur Mario, une figure historique de la station, 80 ans aujourd'hui. Embauché comme maître d'hôtel par François-André au début des années 50,
Mario a passé plus de 40 ans au sein du groupe, et notamment dans ce palace devenu mythique, le Normandie. Salut, salut. Bonjour, monsieur Mario. Bonjour, demoiselle. Vous allez bien? Comment bien, ça va? Mario, très très bien. Aujourd'hui encore, Mario porte un regard plein d'admiration sur son tout premier patron. Voilà, dans toute sa splendeur, ici. Magnifique. C'est un seigneur. C'est lui qui était en vogue partout. Il est arrivé à Cannes, il faisait un malheur, il allait à la Baule. C'était comme si le prince de Galles venait pour la première fois. Ici à Deauville, n'en parlons pas, il était chez lui. Les gens disaient « Où vas-tu » Et il disait plus à la Baule, à Cannes ou à Deauville, il disait « Je vais chez André ». Voilà le terme employé. C'était devenu une marque. Monsieur André était devenu une marque en France. Je crois qu'une des clés de la réussite de François André a été de comprendre, un des premiers, parce que la promotion n'était pas encore à la mode, qu'il devait incarner, personnifier son entreprise et donner des interviews et surtout avoir une politique d'invitation à l'égard des médias. Parce que les journalistes adoraient François André. Il faut dire que presque 2 fois par jour, il venait manger dans sa main. François André nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour la première fois chanter une chanson, lui qui est un amoureux de la chanson, car vous êtes un amoureux de la chanson avant tout. Oui. Avant tout le monde, François André a tout compris. Il se crée un personnage, se met en scène. Vous êtes merveilleusement placé. Manon, je t'aime, et pour t'avoir... Non, il faudra comme... Si ma famille me voyait là... il faut recommencer. On recommence. Ce sera dans le truc, ça? Oui, bien sûr. Problème, François André vieillit avec un seul regret, il n'a pas d'enfant. À l'heure d'envisager la succession, c'est en Ardèche où le grand chef s'est fait construire une imposante villa qu'il va choisir son remplaçant. François André va tout miser sur un jeune homme, un viticulteur qui ne connaît rien au métier. Son neveu, Lucien Barrière. Il va le former pendant 10 ans, sans aucun traitement de faveur. Il n'a su que très tard et au dernier moment qu'il serait véritablement l'héritier. L'oncle le maintenait dans une certaine incertitude et surtout n'arrêtait pas de lui faire des remarques désagréables. Je me souviens d'un jour où arrive Lucien avec un blazer à boutons dorés. Et il était très fier parce qu'il venait de l'acheter. Et l'oncle regarde Lucien et lui dit... Tu as un yacht maintenant? Il dit non, mon oncle. Il dit alors enlève-moi ça. Et ça, c'est une veste qui est faite pour les clients. François André meurt en 1962, à 82 ans. À Cannes, ce matin, dans l'église de Notre-Dame du Bon Voyage, ont eu lieu les obsèques de François André. Lucien Barrière reprend les rênes. Il va bouleverser l'univers des casinos et faire jouer la France entière. Est-ce que vous envisagiez qu'un jour, vous auriez tout ça sur vos épaules? Est-ce qu'il vous l'avait laissé prévoir? Non, je dois dire qu'il y a une part de suspense. On a toujours dit que vous préfériez une vie plus bucolique, vous êtes de l'Ardèche. Ça n'a pas été trop difficile de s'y arracher? De s'adapter? Ah, si. Songez que quand j'ai débuté dans les jeux, je me suis levé brutalement, je me suis couché plus exactement à l'heure où je me levais à la campagne. Lucien Barrière prend ses marques dans son nouveau costume d'empereur des casinos. Il va même rebaptiser le groupe à son nom pour mieux se l'approprier. L'entreprise continue de grossir, mais hors saison, les hôtels sont presque vides, notamment à Deauville. Alors, pour les remplir, en 1975, Lucien Barrière va réussir un joli coup, en pariant sur un drôle de projet à l'époque, un festival du film américain. On est allé voir Lucien Barrière pour lui demander un certain nombre de chambres et une aide financière, parce que c'était pas du tout, on crée pas un festival comme ça. Il fallait quand même qu'on ait des salles de projection, il fallait quand même qu'on ait
tout l'environnement qu'il faut pour faire un... Et Lucien Barrière a trouvé que c'était une bonne idée et nous nous sommes lancés dans le Festival du cinéma américain. La quinzaine de Deauville démarre fort. Les plus grandes vedettes d'Hollywood débarquent en Normandie. Elizabeth Taylor, John Travolta et tant d'autres. Lucien Barrière n'hésite pas. Il fait table ouverte, ne fait rien payer aux stars américaines et à leurs équipes. Une générosité inédite à l'époque. Monsieur Lucien Barrière, vous nous accueillez, tous les festivaliers, dans vos hôtels, dans votre casino. Est-ce que vous croyez que c'est pas un mauvais placement que de faire un festival où les gens viennent en fait dîner, vivre au crochet de la ville et au crochet des organisateurs? J'en ai fait le plus mauvais. Il accepte parce que il sait que ça va l'aider à remplir ses hôtels. Il avait pensé que ça pouvait être, si on se donnait tous du mal, si ça marchait, un bon coup marketing. C'était un homme d'affaires. Les photos font le tour du monde. Grâce à cette publicité inespérée, les hôtels se remplissent à nouveau. Côté vie privée, l'homme d'affaires est marié à Martha, avec qui il n'aura jamais d'enfant. Mais cette ancienne danseuse est déjà maman d'une jeune fille prénommée Diane. Diane et Lucien, une relation fusionnelle au point qu'il en fait très tôt sa fille adoptive. Mais pas question qu'elle lui succède. Diane avait fait des études d'économie à Dauphine avec l'arrière-pensée, l'ambition de devenir la patronne du groupe un jour. Et ça, jamais Lucien n'a voulu en entendre parler. Pour quelle raison? Il était un peu macho? Oui, c'est ça, hein, essentiellement. Freinée dans ses ambitions, Diane privilégie sa vie sentimentale. Une vie qu'elle partage alors avec un notaire parisien rencontré au début des années 80, Dominique de Seigne. Puis les hasards de la vie me font rencontrer Diane dans un club très connu à l'époque, le Régine, rue de Pontieux. Je la trouve jolie et surtout intelligente, un regard perçant incroyable, ça pétillait. Et je sens déjà que le caractère est bien trempé. C'est un coup de foudre? Chez moi, oui, pas chez elle. Mais comme je suis très accrocheur, j'ai pris mon temps, subi des rebuffades, mais je n'ai pas désespéré. Si Dominique de Seigne a dû s'accrocher, c'est qu'avant Diane, il a déjà vécu 2 histoires d'amour avec des héritières. La fille Darty et la fille Bouygues. Le jeune homme est connu dans le tout Paris et se traîne alors une solide réputation de coureur de dot. Dans ma vie, j'ai eu quelques liaisons amoureuses importantes qui faisaient jaser et qui auraient pu faire penser que je n'étais qu'avec des héritières. Donc, il a fallu faire mes preuves. Mais Dominique de Seigne va gagner la confiance de la famille et de son patriarche Lucien Barrière. Le jeune notaire s'impose même au fil du temps comme le conseiller officieux de l'empereur des casinos. Il travaille tout le temps. Petit déjeuner, c'est travail. Déjeuner, c'est travail. Et dîner, c'est travail. Le dimanche, vers 18h, il quittait le bureau. Il disait aux collaborateurs, prenez votre week-end. Se crée un lien entre lui et moi. Et sachant la formation qui est la mienne, mon métier de notaire, qui est un généraliste du droit, il dit, j'ai ça aux portes de ma famille, servons-en-nous, d'autant plus que c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Si Lucien Barrière rechigne à la dépense, c'est parce qu'à la fin de la décennie 80, le secteur des casinos est moribond. Les grands joueurs ont déserté les tapis verts. C'est la fin des années fastes. Il est bien évident que les 2000 privilégiés de la fortune qui fréquentaient Deauville à l'époque perdaient leur argent avec une facilité déconcertante, puisqu'ils disposaient de beaucoup d'argent. L'époque des fils de famille n'existe pratiquement plus. Les gens travaillent. Alors, disons qu'ils sont peut-être un peu plus à pro-gain. Les riches se font plus rares, alors Barrière ne voit qu'une solution. Faire jouer les moins fortunés. Grâce à une nouveauté qui a fait ses preuves à Las Vegas, les machines à sous. Barrière et les casinotiers ont l'oreille de la droite. Le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua
légalise les bandits manchots en 88. Les machines à sous, c'est beaucoup de cash, une manne qui attire aussitôt des investisseurs pas très nets. Très vite, évidemment, face à l'appât du gain, commence à sortir du bois des types plus ou moins recommandables, enfin plutôt moins recommandables que plus, et effectivement on va voir d'un seul coup sortir, alors je vous le donne dans le désordre, des voyous corses, des mafieux italiens, enfin voilà, une faune pour le coup pas tellement claire et honnête, qui évidemment arrive là-dessus. La même année, la gauche revient au pouvoir et le nouveau ministre de l'Intérieur Pierre Joxe bloque tout. Les rêves de Lucien Barrière s'effondrent. Du rififi sur les machines à sous autorisées par le précédent gouvernement, voilà que Pierre Joxe menace de les remettre en cause. Le jeu, dit M. Joxe, sert à blanchir l'argent du recel, de la criminalité et de la drogue. La suite a montré que j'avais parfaitement raison. C'était pas difficile d'avoir raison. C'est connu à travers le monde entier que les casinos, les courses, les jeux et les jeux de hasard, ce sont des instruments privilégiés pour faire circuler de l'argent sale, pour blanchir de l'argent sale et pour financer des activités illégales. Donc j'ai rien inventé. Les machines à sous, un aimant à voyous, qu'importe. C'est aussi la promesse d'un revenu colossal sous forme de taxes pour l'État et les communes. Alors, le lobby des casinos va se mettre en marche. Son chef de file à l'époque, Léonce Després, le député maire du Touquet a 2 casinos dans sa ville. C'est un ami proche de Lucien Barrière. Le voici aujourd'hui. Pour la première fois, il accepte de raconter les coulisses de son opération anti-Joxe, menée à l'époque dans le bureau du Premier ministre. Joxe, c'est un homme de principe. Il dit « Je suis contre le principe des jeux ». Mais heureusement, c'était Rocard, Premier ministre. Rocard, que j'ai visité à plusieurs reprises avec les maires qui m'entouraient, a accepté de faire perdre à Joxe son poste de ministre de l'Intérieur, en raison notamment de cette question-là. Parce que Charras était ministre des Finances, et Charras avait dit « Allez-y, Léonce Després, parce qu'on a besoin d'argent aussi pour l'État ». Clairement, vous avez eu la tête de Joxe? J'ai eu le poste de Joxe, qui a été remplacé par Marchand, c'était un avocat. Vous êtes en train de nous dire que clairement, c'est à cause du lobby casinotier que Pierre Joxe est parti du ministère de l'Intérieur? Non, c'est pas à cause du lobby casinotier du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Ce sont les élus qui représentent la population. C'était démocratique. On avait besoin de vivre, on avait besoin de sources de vie économiques. S'il n'y avait pas eu ces sources de vie économiques dans plusieurs régions de France, eh bien, il n'y avait pas de vie touristique et il n'y avait pas de casino. Un jour, dans une, je sais plus où c'était, une réception officielle où il y avait toutes sortes de gens, quelqu'un qui s'est trouvé être le responsable d'une grande chaîne de casinos m'a dit qu'il était très reconnaissant à Chevènement d'avoir démissionné du ministère de la Défense, parce que c'est comme ça qu'on m'avait nommé au ministère de la Défense, et donc retiré au ministère de l'Intérieur, et donc ça supprimait la pression sur les machines à sous. C'était le patron du groupe Barrière? J'ai oublié son nom, et si je me le rappelais, je ne vous le dirais pas. C'était le patron du groupe Barrière. Je ne me rappelle pas. Pierre Joxe hors jeu, les machines à sous inondent la France. La clientèle jusque-là haut de gamme des casinos est remplacée par les classes moyennes, les ouvriers. L'univers des jeux est bouleversé. Le groupe Barrière passe à l'ère industrielle. Triomphe pour le seigneur des jeux, qui n'aura pas le temps d'en profiter. Le 17 septembre 1990, lors d'un banal test d'effort à l'hôpital, Lucien Barrière décède brutalement. C'est un vrai drame, drame familial, drame affectif, drame pour l'entreprise, succession pas préparée. Puis il y a évidemment le problème managérial. Qui est légitime pour venir exercer la direction générale en succédant à Lucien? Est-ce que c'est Diane? Est-ce que c'est Diane conseillée par Dominique? Est-ce que c'est Dominique sous les auspices de Diane? S'instaure pendant cette période une période un peu d'incertitude et de conflit entre les diverses parties prenantes. Alors qui pour succéder à l'empereur des casinos? Lucien Barrière n'avait jamais voulu impliquer sa fille dans la vie du groupe, et Dominique de Seigne ne jouait à l'époque que les seconds rôles. En tant qu'unique héritière, c'est à Diane de trancher et choisit de s'installer, elle, dans le fauteuil du grand patron. La voici à 33 ans à peine,
à la tête d'une entreprise gigantesque, encore sous le choc du décès de son père adoptif. Effectivement, ça ne peut pas se passer bien, ça je crois que tout le monde peut le comprendre. Sur le plan professionnel, nous avons avec mon mari repris immédiatement les affaires en main. Et comme vous le savez, Dieu merci, je ne suis pas toute seule. J'ai autour de moi mon mari, les équipes qu'avait constituées mon père, qui sont tous des hommes jeunes, dynamiques et loyaux. Si dans les interviews, Diane met en avant son mari, en coulisses, c'est bien différent. La jeune femme la joue solo. Dominique de Seigne est écarté des affaires. Le mari d'eux est alors surnommé le prince consort. Lucien était macho, mais elle s'est un petit peu vengée. Et d'ailleurs, même dans les photos, vous avez pu les voir, elle est omniprésente. Et Dominique est... Je ne peux pas dire qu'il se fait tout petit, mais enfin, il est un peu à l'écart. Hein. À la barre du navire barrière, Diane s'impose. Et très vite, elle va utiliser les ficelles de la communication moderne. Elle était très élégante, très photogénique, et elle est devenue la star, le mannequin vedette de son entreprise. Pour faire la promotion de ses hôtels, elle pose alors dans les magazines avec son mari, tenue de soirée à Deauville, vélo à La Bolle et tennis au Royal, mise en scène hollywoodienne d'un amour sans faille. Mais en réalité, le couple bat de l'aile. Diane et Dominique seraient même au bord du divorce. Une rupture qui n'aura jamais lieu, car le 16 juillet 1995, un accident tragique va changer le cours de l'histoire. Voici tout ce qu'il reste du jet privé dans lequel Diane avait pris place. L'avion s'est écrasé à cause d'une panne d'essence. Par miracle, la jeune femme est encore vivante. Son mari la découvre à l'hôpital, brûlée, brisée de partout. Un souvenir qui le hante encore. Et je me retrouve avec le brancard enveloppé de cellophane, vous savez, de ce papier métallisé. Et là, la vie est là. C'est notre vie qui démarre. Et puis on essaye d'aider. On se bat. Et ça reste pour la vie. La sienne et la mienne. Plongée dans un profond coma, Diane passera plusieurs mois en soins intensifs, coincée entre la vie et la mort. Pour son mari, pas question de la laisser partir. C'est ce que Dominique m'a dit. En tout cas, il y a une chose, Alain. Moi, je ne peux que dire une chose aux médecins, sauvez-la. Si je dis autre chose que cela, on viendra m'accuser de je ne sais quoi vis-à-vis de la main basse sur le groupe, etc. Donc, je dis aux médecins, sauvez-la par tous les moyens. Parce qu'il avait peur qu'on l'accuse de vouloir récupérer le groupe bien plus sûr. rapidement que prévu. Bien sûr. C'est des choses qui étaient dites à l'époque. C'est des choses qui ont été dites après, oui, bien sûr. Et qui étaient très présentes dans son esprit à lui. À oui, absolument. Je vous dis, il me l'a dit immédiatement. Il m'a dit, je ne veux jamais qu'il y ait la moindre accusation que j'aurais pu profiter de la situation. Seul, sans sa femme, Dominique de Seigne s'occupe de tout. Et d'abord de ses enfants, Joy, 5 ans, et Alexandre, 9 ans. De Seigne assure aussi la gestion du groupe par intérim. Le groupe est affaibli et ça réveille l'appétit de son rival, son concurrent historique, le groupe Partouche. L'attaque est violente. Avec la complicité de petits actionnaires, Partouche s'empare de 30% des établissements barrières de la ville de Cannes. 6 mois à peine après l'accident de Diane. Il y a 30% de la fermière de Cannes qui traîne. C'est un bel endroit, la fermière de Cannes. Donc on achète 30% de la fermière de Cannes. Ouais. Oui, on met un pied dans la porte.
C'est deux groupes qui se fritent avec un calendrier de compétition et on va dire, et les drames de la vie quotidienne. Vous savez, quand je perds un appel d'offres et que dans la même semaine, j'ai perdu un de mes cousins proches, ils ont gagné, Non, faut pas tout mélanger. Il y a la vie des affaires, qui a son calendrier, qui a son momentum, et il y a la vie des hommes. L'épreuve, c'est surtout de voir sa femme souffrir. C'est surtout de voir ses enfants en morceaux. Les petits jeux des affaires, c'est pas grave. C'est rien, ça. Vous savez, on s'élève quand on vit ça. On va sur les vrais sujets. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'elle sera là demain? Est-ce que cette nuit, elle va pas partir? Et puis, comment je fais avec le groupe et les gosses? Ce sont ça les vrais sujets. Le reste, vanité. 3 ans après son terrible accident d'avion, Diane revient à la vie publique, méconnaissable. Tétraplégique, elle va contre toute attente reprendre les commandes du groupe. Diminué, mais le sens des affaires intact. Si le groupe est propriétaire du restaurant Fouquet's, c'est Diane qui a donné l'impulsion. Diane, brisée sur son lit, appelle Dominique en disant « C'est le restaurant des Césars, c'est le restaurant du monde du cinéma, du showbiz, c'est des gens qui viennent dans nos hôtels, qui viennent dans nos casinos. Il faut absolument qu'on le prenne. » Donc, à la question « Qu'est-ce qui la faisait vivre ?» c'était ce genre de choses. Diane sait que ses jours sont comptés. Il lui faut régler la question de sa succession. La patronne tranche vite et l'annonce publiquement à la télévision. Chaque microcosme a ses requins. Ça, c'est individuel. Et se battre contre des requins, c'est difficile, parce qu'ils sont très forts. Il faut démontrer que vous êtes fort. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille avec moi, donc je suis protégée. C'est à la fois un partenaire dans les affaires, que nous travaillons ensemble. C'est également, je dirais, un pare-feu vis-à-vis de ceux qui voudraient s'attaquer au groupe. Message très clair pour la concurrence, le groupe Barrière n'est pas à vendre. C'est Dominique de Seigne, et lui seul, qui prendra le relais. On a appris le décès de Diane Barrière de Seigne, héritière et présidente du groupe Lucien Barrière. Âgée de 44 ans, elle avait été victime il y a 6 ans d'un très grave accident d'avion qui l'avait laissée tétraplégique. À 56 ans, voici donc l'ancien notaire catapulté par le destin à la tête d'une entreprise de 4000 salariés. Une prise de pouvoir, pas forcément applaudie en interne. C'est vrai, ce qui se disait, c'est que, mais sera-t-il capable d'assurer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être effectivement à la hauteur? C'était le prince consort, c'était pas le légitime, c'était pas comme Diane qui était la fille de Lucien et Lucien qui était le patron et Diane sa fille, et voilà. C'était la pièce rapportée. Et cette pièce rapportée, en plus, c'était pas issue du milieu de l'hôtellerie, des casinos et de la restauration. Il était notaire de formation, donc tout le monde se disait mais il n'y arrivera pas. Et puis c'est vrai que sa foutue image lui collait à la peau et que ce côté superficiel pouvait le desservir. Quelques mois après la mort de Diane, Dominique de Seigne s'affiche avec de nouvelles conquêtes, comme la milliardaire Mouna Ayoub. Dans les médias, le nouveau patron est alors dépeint comme un coureur de jupons. Selon le groupe Barrière, cette campagne de dénigrement est orchestrée par la famille Partouche. Alors vraiment, là, vous savez, j'ai le dos large. Mais je crois que Dominique de Seigne s'est très bien débrouillé tout seul comme un grand pour être en photo avec les femmes qu'il souhaitait. Je suis pour rien, moi. S'il s'est montré à plusieurs Raoult accompagnés, venez pas me demander à moi si je suis pour quelque chose quand même. Le combat a été très violent entre Partouche et la famille Barrière. Il y a eu beaucoup d'attaques de la part de Partouche. Je me souviens qu'il avait donné une interview dans je ne sais plus quel magazine. On lui demandait « Que pensez-vous de M. de Seigne ?» Il avait répondu « C'est un excellent joueur de tennis. » À l'époque où il est nommé président du groupe, je pense qu'il a plus joué au tennis à l'époque qu'il est rentré dans une salle de jeu. Et je persiste ici.
Dominique de Seyne n'était pas connu dans le monde des jeux. Dominique de Seyne n'était pas connu pour avoir discuté dans les commissions paritaires avec les syndicats, avec les croupiers, n'était pas connu pour avoir discuté avec les courses et jeux, avec le ministère de l'Intérieur. Donc, du jour au lendemain, Dominique de Seyne est président du groupe Barrière. On me demande ce que j'en pense. Je connaissais, moi, à l'époque, plus Dominique de Seyne à Deauville en train de jouer au tennis. J'avais vu en photo dans un casino, voilà. Moi, je me suis dit, si je pars dans la presse et je réponds aux attaques que j'ai, ça va pas en finir et c'est pas dans la dignité. Et je me suis dit, mon bonhomme, fais ton travail, accroche-toi, et si on pouvait me prendre pour un benet, on me foutait la paix. Donc, peut-être que je suis le benet, c'est pas grave, je l'assume. De Seyne joue au benet, mais va travailler d'arrache-pied, encouragé dès le départ par un ami très précieux. À ses débuts, le monde des affaires est persuadé que Dominique de Seyne va s'écrouler. Mais à l'époque, le nouveau patron s'accroche. Il réussit à conserver tous les joyaux du groupe et va même faire bien mieux. Lancer les casinos du futur. À Toulouse, en plein cœur des quartiers populaires, voici le casino nouvelle génération, imaginé par Dominique de Seyne en personne. Un casino qui ressemble à tout, sauf à un casino. Ici, le client peut manger dans 3 restaurants différents, regarder un match de foot sur écran géant, se déhancher en discothèque et même croiser des stars, en tout cas leur sosie. L'objectif, c'est de ratisser une clientèle toujours plus large et ensuite tout faire pour que les visiteurs d'un soir se transforment en joueurs. Est-ce que c'est que restaurant ce soir? Non. On est déjà allé faire un petit tour comme ça pour regarder. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, on est ici, on va jouer un petit peu également. On est dans l'ambiance, alors allez, hop, on va appuyer un peu sur les boutons. Ici, rien n'est laissé au hasard. À n'importe quel endroit du casino, les clients aperçoivent les tables de jeu. Et tout est fait pour qu'ils y dépensent au moins quelques euros. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Terminez vos jeux, s'il vous plaît. 3000 m², 25 tables de jeu et surtout 340 machines à sous. Le casino de Toulouse, c'est chaque année 1 million de visiteurs et 25 millions d'euros de bénéfices dans les poches du groupe Barrière. Le petit notaire, l'ex-playboy, a aujourd'hui fait ses preuves à la tête du groupe. Oh là là, que de souvenirs. Un pari réussi que Dominique de Seyne aurait bien pu ne jamais relever sans le soutien indéfectible d'un vieil ami. Ce combat que j'ai mené et qui n'est pas terminé, si je l'ai mené dans des bonnes conditions morales, c'est que j'ai eu un bon manager désintéressé, mais un manager qui a su trouver les mots, qui m'a aidé à prendre ma décision. C'est Nicolas Sarkozy. Il m'a donné du temps, de la considération, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné de la force. Ça m'a aidé à combattre pour le groupe, à combattre pour les enfants. Nicolas Sarkozy et Dominique de Seyne, une amitié née au début des années 90, grâce à Diane et Cécilia, leurs épouses respectives, des amies d'enfance. Nicolas Sarkozy et Dominique de Seyne, ils sont amis par leur femme. C'est Cécilia Cigader qui connaissait Diane Barrère parce qu'elle jouait sur la plage, elle faisait des châteaux de sable ensemble. Bon, c'est quand même la bonne bourgeoisie, enfin plus que ça. Hein. Donc on imagine que c'est pas à Palavas-les-Plots, mais c'était effectivement dans les stations à la mode. Et elles sont amies comme ça et leurs maris se rencontrent comme ça. Et puis ils sont surtout voisins à Neuilly. Nicolas Sarkozy et Dominique de Seyne, une amitié sincère, mais qui pose une question, celle du mélange des genres. Est-ce que sur cette réussite de Dominique de Seyne, son amitié, assumée d'ailleurs, avec Nicolas Sarkozy, l'a aidé, selon vous? Ou pas? Moi, je crois, j'ai pas envie de répondre à cette question, car je pense que la réponse ne serait pas agréable. Et pas non plus à Sarkozy. Pour quelle raison? Non, c'est trop compliqué. Compliqué, car au début des années 2000,
Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur et à ce titre, le ministre de tutelle des casinos en France. À l'époque, Dominique de Seigne aurait-il pu en profiter? Une affaire reflète le poids du lobby casinotier au plus haut sommet de l'État. L'histoire se déroule sur le bassin d'Arcachon, à Gujan-Mestras plus précisément. Nous avons rendez-vous ce jour-là avec la propriétaire du casino de la ville, Frédéric Ruggieri. Bonjour. Merci Ça va bien, monsieur Daguerre? Ça va bien. Très bien. Merci de vous accueillir. Moi, Vous faites une petite visite? Les machines? Le nerf de la guerre? Vous avez les toutes nouvelles machines. On fait en sorte d'avoir toujours des nouvelles machines. D'ailleurs, là, on en a recommandé cette année. On va en avoir 20 nouvelles qui vont arriver. Un casino qui tourne bien aujourd'hui, mais qui a pourtant failli ne jamais voir le jour. Tout commence en 2002. Les groupes Partouche et Barrière sont candidats pour construire le casino de Gujan-Mestras. Mais surprise, la mairie en décide autrement. Elle choisit le projet porté par Frédéric Ruggieri, au nez et à la barbe des deux cadors du secteur. La jeune novice, qui a fait fortune dans l'immobilier, investit 6 millions d'euros. Elle fait construire un bâtiment flambant neuf. Dans la région, tout le monde est enchanté. Vous avez le préfet qui a donné son avis, vous avez les RG. Tous ces avis est extrêmement positifs. Tout le monde a dit oui, il y a vraiment matière à avoir un casino à Gujan. Le casino est beau, il plaît, il est même très grand par rapport à la commune, etc. Le maire est content comme tout. Donc je n'ai que des félicitations par rapport à la construction. Je sais que le préfet est d'accord, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, sauf qu'il reste une formalité, un coup de tampon à obtenir, celui de la Commission supérieure des Jeux, une instance du ministère de l'Intérieur. Et la coup de théâtre, c'est un refus catégorique. Le motif, il y aurait déjà trop de casinos dans la région. Un argument bien étrange. Normalement, la commission des jeux est chargée de faire régner l'ordre public dans un casino, un secteur parfois controversé. Mais elle n'est pas là pour faire régner la libre concurrence. Ça, c'est du domaine du ministère de l'économie. Or, pourtant, c'est l'argument retenu par le Conseil supérieur des jeux. Entre guillemets, il va dire en raison de l'offre locale de casinos sur le bassin d'Arcachon. Autrement dit, des casinos sont déjà installés et existants, inutile d'en rajouter un autre. Les casinos du coin, ce sont ceux des géants. Partouche à Arcachon et Andernos, Barrière à Bordeaux. Barrière, qui va d'ailleurs au même moment se voir accorder par la fameuse police des jeux 50 nouvelles machines à sous à Bordeaux, soit plusieurs millions d'euros assurés en plus chaque année. Au moment même où, au nom d'une prétendue offre excessive de jeux, on refuse l'ouverture du casino de Gujan-Mestras, les casinos des groupes Barrières bénéficient, eux, de machines à sous, augmentant cette offre de jeux que le ministère de l'Intérieur prétendra plus tard excessive. C'est quand même paradoxal. Dès cette date-là, on peut penser que les casinos des groupes Barrières Partouche seront avantagés. À quoi joue le ministère de l'Intérieur? Pour le comprendre, retour avec Léonce Després, membre à l'époque de cette commission supérieure des jeux. Vous mettez en avant une offre excessive de jeux dans la région. La première chose, c'est que c'est pas vrai, puisque c'est la région qui, à l'époque, est la moins dotée en parc de machines à sous. Et en plus, dans le même temps, vous donnez des machines à sous supplémentaires au groupe Barrière pour son casino de Bordeaux. Oui. Où est la cohérence de l'offre excessive de jeux? Parfaitement cohérent. Parce que Bordeaux, c'est Bordeaux. Bordeaux est une capitale, est une métropole. Ça se justifie parfaitement. Il ne faut pas croire que la Commission supérieure des jeux agit dans un autre sens que l'intérêt général. Croyez-moi, moi j'étais le représentant de l'Assemblée nationale. Je ne n'œuvrais que dans le sens de l'intérêt général. Jamais dans un sens d'intérêt privé pour fausser la concurrence. L'intérêt général n'a pas sauté aux yeux de la justice française. Les tribunaux condamnent alors la décision de la commission, prise en vue de protéger les casinos existants. Le ministère de l'Intérieur est sommé de revoir sa copie. Nouvelle décision et nouveau refus sur les mêmes motifs. Frédéric Ruggieri est folle de rage. Je porte plainte contre le président de la commission des jeux pour trafic d'influence. À partir du moment où il refuse de reconnaître une décision de justice, c'est qu'il y a un trafic d'influence. Je ne vois pas pourquoi cet homme-là, sans trafic d'influence, comme ça, ne veut absolument pas qu'il y ait de casino à Gujan. Ça n'a plus aucun sens quand un juge lui dit qu'il s'est trompé. Mais donc, du coup, ce trafic d'influence, il vise qui? Pour moi, c'était évident que c'était les concurrents que je gênais, c'est-à-dire Partouche et Barrière.
jamais Dominique de Seigne n'a demandé quelque soutien de quelque nature que ce soit à Nicolas Sarkozy. Ni à Nicolas Sarkozy, ni à quelque ministre ou homme politique que ce soit. On n'a jamais eu le moindre traitement de faveur. Jamais. Cette casinotière indépendante suspecte très clairement et le groupe Partouche et le groupe Barrière de s'être entendus et pour le coup d'avoir fait jouer leur réseau politique pour faire en sorte qu'elle disparaisse. Qu'est-ce que vous... Est-ce qu'elle a disparu? Non. On va parler d'autre chose. Non mais c'est une vraie question. Mais non, c'est une question de quoi? C'est une question de l'indépendante qui est arrivée toute fraîche, toute contente avec de l'argent dans le monde des jeux et qui a cru que le monde des jeux n'attendait qu'elle pour se révolutionner. Elle a le casino de Guy-Jean Mestras. Qui sont ses adversaires? Qui sont ses concurrents? Barrière et Partouche. Ah ouais, bah écoutez, elle est montée sur un ring où effectivement c'était lourd en face. Attaquée par les poids lourds du secteur, malmenée par la commission des jeux, pour la casinotière, le responsable de ses ennuis, ce serait Nicolas Sarkozy. Ça tombe bien, en cet été 2005, le ministre de l'Intérieur passe par Arcachon. Devant les caméras, elle lui demande des comptes. Il me dit, la commission a refusé par 2 fois l'autorisation des jeux. Je ne peux rien faire. Je lui dis, attendez, monsieur le ministre, moi j'ai un jugement et je pense qu'un jugement a peut-être une priorité sur une commission interne que vous nommez. Donc il dit, mais de toute façon, je n'ai jamais été à l'encontre d'une décision de la commission. Je dis, si. Pour le groupe Barrière, vous êtes allé à l'encontre de la commission. À Cassis, vous leur avez donné des machines, alors que la commission avait dit non. Et à Ribeauvillé, où il ne devait même pas être casino, puisque c'était une communauté de communes, vous avez maintenu le dossier, vous avez fait changer la loi pour qu'il puisse ouvrir. Ah, il me dit, oui, mais c'est pas du tout pareil. Ah bah je dis non, nous c'est pire. Après 3 ans de combat et 3 décisions de justice en sa faveur, Frédéric Ruggieri a été autorisé à ouvrir son casino, mais à condition de retirer sa plainte pour trafic d'influence. Une contrepartie imposée, selon elle, par l'entourage du ministre de l'Intérieur. Dans cette affaire, rien ne prouve que De Seigne ait demandé le moindre coup de pouce à son ami Sarkozy, devenu président. Mais dans ce monde des jeux, où l'État décide de tout, plane sur les 2 hommes l'ombre du soupçon. Quand vous affichez des amitiés politiques dans ce monde-là, alors que votre activité n'est permise que par le politique, c'est pas très sain vu de l'extérieur, on peut légitimement s'interroger. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de conclusion tirée, mais il y a une légitime interrogation à avoir. Se dire, est-ce que ça paraît normal que des gens qui sont soumis à la tutelle de l'État aient en même temps des amitiés très très proches avec celui-ci? Je serais un adversaire ou un concurrent économique, je me poserais la question, et ça me dérangerait sans doute. En ce début d'été, le patron nous a donné rendez-vous à Paris, dans le palace du groupe dont il est le plus fier, son bébé, le Fouquet's Barrière. Dans le hall, partout sur les murs, des clichés à la gloire de la saga familiale, où François, Lucien et Diane trônent au milieu des stars de cinéma. Vous attendiez à faire partie de cet album de famille? Pas du tout. C'est la vie. J'étais pas prédestiné à ça. Ma femme l'était, moi je l'étais pas. Bon, Lucien Barrière, Diane, vous, la prochaine photo? La prochaine photo, j'espère que ça sera un jour mes enfants. Voilà. C'est l'étape suivante. 8000 salariés, 41 casinos, un héritage lourd à porter pour le successeur désigné. Le fils de Dominique de Seigne, Alexandre, 28 ans. Le jeune homme a intégré l'entreprise il y a 1 an à peine. C'est aussi une grosse pression qui pèse sur ses épaules naturellement d'être l'héritier annoncé d'un groupe aussi important que celui-ci. Oui, c'est une pression, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Et puis, qui n'a pas eu la pression? Vous croyez que Lucien Barrière, au décès de son oncle, il n'avait pas la pression? Vous croyez que ma femme, au décès de son père, n'avait pas la pression? Vous croyez que moi, au décès de ma femme, je n'avais pas la pression? Donc oui, voilà, la pression, il l'aura, comme je l'ai eu, comme l'ont eu ses prédécesseurs. En 15 ans, le dandy de Seigne
a triplé le chiffre d'affaires de la société. Il attend que son fils soit prêt pour lui passer le témoin. Alors, pour la première fois dans l'histoire de la dynastie, la succession se ferait de façon naturelle, de père en fils, sans peine ni tourment. Et voilà pour ce document, cette enquête signée Julien Daguerre et Cyril Thomas. On se retrouve donc avec vous, Dominique de Seyne, le PDG du groupe Lucien Barrière. On est donc au Fouquet's. On l'a vu dans le document, c'est le restaurant à la fois des Césars, du cinéma et de la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. On a tous en tête ces images de tous les PDG du CAC 40 réunis ici. Nicolas Sarkozy, ça lui a un peu collé à la peau négativement, cette image. Est-ce que vous, le Fouquet's, ça vous a fait une bonne pub ou une mauvaise pub ? Écoutez, le Fouquet's était connu internationalement bien avant. Pour être très honnête, ça a mis un fort focus à un moment sur cette visite, mais in fine, ça a déclenché après un tas de réactions, de critiques imméritées pour la qualité des collaborateurs qui sont les nôtres et qui est difficile à effacer. Vous avez perdu des clients de gauche, par exemple ? Non, on n'a pas perdu de clients de gauche. Je pense souvent que, heureusement que c'est Jacques Lang qui a classé le Fouquet's, parce que sinon, si c'était Nicolas Sarkozy, on n'aurait pas fini d'en entendre. Le mot bling bling est rentré dans le vocabulaire presque à l'occasion de cette soirée. Vous êtes le roi d'un univers bling bling ? Je suis la 3e génération d'une entreprise familiale, ardéchoise, qui a été fondée par un visionnaire qui est François André il y a plus d'un siècle. Et ce groupe a subi des beaux développements grâce à la qualité de ses employés, mais en même temps a été parsemé de drames familiaux. Qu'on vient de découvrir ensemble. André François, justement, donc cet ardéchois très malin, il était l'ami de tous les puissants de l'époque qui étaient les rois, les milliardaires. Est-ce que vous aussi, ça fait partie de votre job aujourd'hui d'être l'ami des puissants et des politiques ? Dans toute entreprise, il est nécessaire d'avoir des relations, d'avoir un certain nombre d'amis. Dans les journalistes, non pas pour demander des passe-droits, mais pour faire véhiculer ce qu'on veut faire avec un groupe, comment on veut le développer. Et c'est pas ce que semble imaginer une partie de votre reportage. Non, c'est beaucoup plus simple. Le reportage qui dit, et ce que beaucoup de gens pensent, vous allez peut-être me dire que c'est faux, c'est qu'il faut être proche du ministre de l'Intérieur en général, et que vous avez été proche d'un ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy. Sachez parce que vous dépendez du ministère pour obtenir des autorisations. Depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, les ministres de l'Intérieur qui se succèdent, pour éviter justement ce genre d'amalgame, remettent toutes les décisions importantes à la commission, entre les mains de la Commission supérieure des Jeux, qui est souveraine. Et seul le ministre a le pouvoir d'aller contre, ce qu'il ne fait pas, parce que dans le monde d'aujourd'hui, rigueur et étanchéité. Mais est-ce que, par exemple, votre groupe s'est particulièrement développé dans les années où Nicolas Sarkozy était soit place Beauvau, soit à l'Élysée ? Le groupe s'est développé tant sous la gauche que sous la droite. Il s'est développé grâce au travail fourni, grâce aux risques actionnariaux pris, grâce aux investissements et grâce aussi à une certaine vision de ses dirigeants. Vous avez entendu dans le document cette citation, on peut la relire, partout dans le monde et depuis toujours, le jeu et les casinos facilitent les transferts d'argent sale, le blanchiment et financent des activités illégales. C'est Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur, qui dit ça. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Le groupe a démarré dans des tripots, des salles. Si vous voulez, il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas métier en France plus contrôlé que le métier des casinos. Il faut savoir que le premier actionnaire du casino, c'est l'État avec 55%. Donc, en permanence, nous avons, et heureusement, la police des courses et des jeux qui nous protège. Alors, que diriez-vous pour la Française des Jeux ? Que diriez-vous pour le PMU, où il n'y a pas les contrôles aux entrées, où il n'y a pas les interdictions des mineurs ? Le métier casinotier,
c'est le métier le plus contrôlé au monde. Alors c'est un métier dur, hein. On a vu cette jeune femme, Frédéric Ruggieri, qui voulait ouvrir un casino entre Arcachon et Bordeaux et qui a eu beaucoup de difficultés. Elle vous accuse, vous et votre concurrent Partouche, d'avoir tout fait pour l'empêcher d'ouvrir. Alors, si vous voulez, pour moi c'est du roman complet. Pourquoi c'est du roman complet? D'abord, parce que notre établissement le plus proche est Bordeaux, qui est à plus de 100 km. Et Gujan-Mestras n'impacte pas du tout notre établissement, il est trop loin. Alors, elle essaye d'expliquer que les retards qu'elle a eus proviennent de différentes difficultés d'action du ministre. Je ne peux pas cautionner ça, il n'y a rien de concret là-dedans. Oui, mais quand même, il y a un de vos concurrents qui dit bienvenue sur le ring. Il lui dit, bah oui, vous entrez dans l'univers des casinos, oui, c'est un petit peu difficile, on va se battre, quoi. Non, l'univers des casinos, ça m'a changé d'univers du notariat. Il y a des parts de marché à prendre, il y a des compétitions, il y a des appels d'offres, mais c'est la vie des affaires. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans la guerre des casinos. C'était le sujet favori des journalistes. J'ai tout de suite éteint immédiatement cette approche. Il n'y a pas de guerre des casinos à mon niveau. Non, il y a quand même, disons, une vraie concurrence entre le groupe Lucien Barrière et le groupe Partouche. Il y a concurrence entre Renault et Peugeot. Alors Patrick Partouche, on l'a vu beaucoup dans le document, il dit, quand il vous a vu arriver, il vous traite de joueur de tennis, hein, de dilettante. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, écoutez... J'ai triplé le chiffre d'affaires, c'est ça que vous voulez dire? Je lui réponds pas ça, je lui réponds que je joue toujours au tennis et encore pas trop mal. Et s'il veut venir à Deauville un de ses prochains week-ends, il me trouvera de 11h à 13h à faire mon simple avec mon prof. Alors l'avenir, c'est aussi votre succession, parce qu'il faut bien en parler. Oui. Votre fils a 28 ans, si je ne me trompe. Voilà, les statuts du groupe prévoient qu'il ne peut pas prendre le contrôle du groupe avant l'âge de 33 ans, c'est ça? Il faut... mon fils a démarré brillamment depuis 1 an dans le groupe. Il est au développement, il fait un travail formidable. Il se forme, il avance. Il faut donner du temps au temps. Et le moment venu, je saurai tirer ma révérence et aller vers d'autres joies, sans doute encore vers le tennis, j'espère. Et votre fils et votre fille, que vous avez eu donc avec Diane Barrère, sont les seuls héritiers du groupe? Oui, je suis nu propriétaire du groupe. Au décès mon décès, la nue propriété sera rejointe par l'usufruit, ce qui fait que mes 2 enfants, Alexandre et Joy, seront pleinement propriétaires. Voilà, ce sont les 2 héritiers. Si vous deviez ou si vous aviez eu d'autres enfants, ils ne pourraient pas être concernés par cette... c'est simple à comprendre, l'usufruit. L'usufruit, c'est la pomme d'un arbre. La pomme, l'usufruitier la mange. Et au décès de l'usufruitier, la loi fait que l'usufruit rejoint gratuitement la nue propriété, qui sont mes enfants. Mais la question, vous l'avez sans doute compris. J'ai fait ma réponse. Voilà. Voilà. Évitez-moi la question. Si vous n'avez pas envie de parler de votre vie privée, c'est un principe, je ne vais pas vous forcer. Je vous en remercie. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici, Dominique de Seyne, donc au sommet du Fouquet's. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, François Ducroux, Thomas Auro.